Donc, en 2024, les acteurs de la filière bleuet sauvage ont entamé une démarche de planification stratégique. La planification stratégique, c'est un exercice important qui va nous permettre de planifier et prioriser nos actions pour les 5 prochaines années. Nous avons demandé à Catherine Brodeur, qui est économiste agricole et vice-présidente des études économiques au groupe AGECO, de venir nous dresser un état des lieux. Catherine a participé avec sa collègue Sandrine à l'accompagnement de la filière et à l'élaboration de la planification stratégique. Alors, Catherine, c'est à toi. Super, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être parmi vous encore cette année. Peut-être que vous vous souviendrez que j'étais là l'année dernière pour vous annoncer le début de la démarche de planification stratégique. Probablement que vous en souvenez pas parce que j'avais parlé juste un petit 10 minutes parce que justement, on débutait cet exercice-là qui est important pour la filière. Puis, je vous disais que vous alliez recevoir un sondage pour qu'on vous pose quelques questions au niveau des enjeux de la filière, de sur quoi la filière devrait travailler ensemble et tout ça. Donc, je reviens un an plus tard avec des résultats à vous présenter sur le travail qui a été fait avec quand même beaucoup de gens qui ont été mobilisés, là, beaucoup de parmi vous, autant au niveau de la production, de la transformation, de tous les services d'appui aussi, Groupe Conseil, la recherche, le MAPAC, Agriculture Canada, la Wabana, etc. Donc voici le plan de la présentation. Fait qu'on va se rappeler un peu qu'est-ce que c'est une planification stratégique, hein, pourquoi qu'on fait ça, c'est quoi les objectifs d'un exercice comme celui-là. Ensuite, quand on fait une planification stratégique, c'est qu'on veut se projeter dans l'avenir. Donc, on a, à travers cet exercice-là, développé une vision pour la filière et des valeurs aussi. Fait que je vais vous les présenter. Après, on va rentrer dans le vif du sujet avec c'est quoi nos grands axes stratégiques, c'est quoi les actions phares qui sont ciblées pour les 5 prochaines années à travailler ensemble à filière et une petite conclusion sur les prochaines étapes parce que ça, ce n'est pas la fin d'un processus, c'est le début d'une aventure. Donc, une planification stratégique, pourquoi? C'est pour relever des défis en concertation. Donc, pourquoi on fait une planification stratégique? C'est parce qu'on veut se mettre ensemble pour travailler ensemble sur des défis communs qu'on veut travailler en filière. Fait que vous pouvez le faire à l'échelle de votre entreprise pour vous projeter dans le développement des prochaines années de votre entreprise. Puis là, l'exercice, c'est de le faire tout le monde ensemble en filière pour travailler sur nos défis communs. Donc, comment on a pas les grandes étapes, si on veut, on a commencé par alimenter des réflexions par une analyse externe. Donc, on a fait un diagnostic qu'on appelle de la filière. Donc, c'est quoi nos forces, nos faiblesses, nos enjeux, nos défis, nos menaces, pour vraiment comme actualiser notre compréhension de notre environnement d'affaires. Donc, c'est quoi notre terrain de jeu en ce moment, puis vers quoi, à quoi on peut s'attendre pour les prochaines années. Après ça, on met tout ça ensemble, puis là, on fait un exercice de consultation. Hein, une planification stratégique en filière, c'est ça, c'est un grand exercice de consultation, de concertation, où on vient chercher un peu la perspective de chacun, les aspirations de chacun, la lecture que chacun a, des défis, puis de ce qu'on doit faire pour les relever, ou des opportunités aussi, parce qu'on n'a pas juste des défis, hein, on a des opportunités aussi. Donc, on essaye à travers cette consultation-là de dégager des balises consensuelles pour avoir une vision concertée d'où on veut aller tout le monde ensemble pour les 5 prochaines années. Puis quand nous, après ça, on a pris tout ça, puis on a élaboré le plan stratégique comme tel, avec un plan d'action pour les 5 prochaines années, puis des outils de mise en œuvre là, qu'on met entre les mains de votre groupe là, pour être capable de dire, OK, on se donne un plan de match, mais encore faut-il le mettre en œuvre, suivre son avancement, s'assurer qu'on a des cibles puis qu'on les atteint au fil du temps. Donc, c'est essentiellement ça, l'exercice de planification stratégique qu'on a fait dans la dernière année. Fait que concrètement, dans les étapes, en février dernier, j'étais ici pour le démarrage. On a fait le diagnostic. De mai à juillet, on a fait toute une série d'entretiens individuels avec les différents intervenants de la filière. On a fait des entretiens en groupe aussi avec certains, avec des groupes de producteurs.
On vous a consulté, les producteurs et productrices, au moyen d'un sondage web. Peut-être que vous vous souvenez d'y avoir répondu. On a dû vous relancer environ 45 fois pour avoir le meilleur taux de réponse possible. Finalement, vous avez été tout près d'une cinquantaine là, à répondre à ce sondage-là. Et on a fait un exercice qu'on appelle de consultation élargie. On s'est regroupé une journée avec une trentaine de personnes. C'était le 10 juillet, si ma mémoire est bonne, pour justement faire un exercice de se projeter dans l'avenir. Fait qu'il y avait plusieurs transformateurs, plusieurs producteurs, des conseillers, des membres soit de MAPAC, Agriculture Canada. Donc, une trentaine d'intervenants qui étaient là, qui s'est rassemblés pour réfléchir ensemble et travailler ensemble. Fait qu'il y en a peut-être certains, parce qu'il y en a plusieurs qui sont présents ici parmi vous, qui pourront témoigner de cet exercice-là, qui je pense a été fort apprécié et fort productif. Puis ensuite, comme je vous disais, on a tout mis ça ensemble pour déposer le plan d'action cet automne. Et puis, je vous reviendrai un petit peu plus tard là, sur les prochaines étapes parce que, comme je vous dis, c'est la fin de l'exercice de planification stratégique, mais c'est le début de sa mise en œuvre pour les 5 prochaines années. Donc, peut-être se dire, c'est qui ça, la filière? Hein? On dit planification stratégique en filière. La filière, c'est d'abord et avant tout le secteur de la production et de la transformation avec les fournisseurs d'intrants et qui sont appuyés par des services conseils, un appui institutionnel, MAPAC, AAC, etc. Et tout l'infrastructure de recherche et transfert, donc que ce soit au niveau de bleuetières de recherche ou des institutions d'enseignement. Puis tout ça, pourquoi? Pour vendre notre produit à des acheteurs locaux et internationaux et à des consommateurs. Puis dans le cas de notre filière, le plus proche où on est allé, l'intervenant le plus près de nos acheteurs transformateurs qui fait partie de la filière, c'est évidemment l'Awabana qui regroupe, là, dans le fond, les activités de promotion au niveau de la production et de la transformation, la promotion qu'on décide de faire ensemble. Donc, tout ce beau monde-là fait partie de notre filière du bleuet sauvage du Québec. Puis là, je dis du Québec, c'est important parce que l'exercice de planification stratégique visait l'ensemble de la production de bleuets sauvages du Québec et ce n'était pas une planification qui était strictement régionale. Donc, il y a un siège minimalement sur la table filière là, qui est réservé à un représentant des producteurs hors plan conjoint, parce qu'on est vraiment dans une perspective là, provinciale au niveau de la filière et de la planification stratégique. Donc, je vous disais tout à l'heure, un des éléments qu'on fait qui est important quand on fait une planification stratégique, on veut développer une vision consensuelle d'où on veut aller. Et des valeurs aussi consensuelles sur comment on veut y aller. Donc, c'est vraiment ça que nous dit une vision. Ça nous dit c'est quoi notre aspiration, c'est quoi, quelle destination on veut atteindre ensemble. Et les valeurs, comment on veut se rendre dans cette destination-là ensemble. Alors, roulement de tambour. Voici la vision et les valeurs de la filière du bleuet sauvage du Québec pour l'horizon 2029. Donc, puis ici, on a des mots là, qui sont particulièrement importants. Donc, la filière québécoise du bleuet sauvage produit et commercialise un fruit distinctif, répondant aux plus hauts standards de qualité, assurant la pérennité des entreprises et contribuant au développement durable des communautés et des territoires. Donc, je vous laisse digérer cette vision, parce que tous ces mots-là, dans le fond, c'est qu'on va essayer à travers notre plan d'action, nos objectifs qu'on va se donner, de dire, OK, comment on peut atteindre cette vision-là, tout le monde ensemble, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ensemble pour atteindre cette vision-là. Et comment on veut le faire? C'est via la collaboration, via de l'innovation, du respect et de l'excellence. Donc, c'est les 4 valeurs qui guident comment on veut mettre en place nos actions, puis qu'on va pouvoir se rappeler au fur et à mesure de la mise en œuvre de notre planification stratégique en disant, est-ce qu'on est en train de vivre les valeurs qu'on s'était dit qu'on voulait vivre ensemble? Donc, ce fameux plan stratégique, entrons dans le vif du sujet. Donc, le plan a 4 grands axes stratégiques. Fait que nos axes stratégiques, c'est les grands thèmes sur lesquels on dit qu'il faut mettre l'accent, qui sont nos grands éléments importants. Premier thème, la coordination de la filière. Donc,
pour structurer la concertation de la filière, améliorer le partage d'informations et améliorer la collaboration. Deuxième axe stratégique, important évidemment, la profitabilité de l'industrie. Donc, pour assurer sa compétitivité et sa durabilité face aux multiples défis d'aujourd'hui et de demain. Notre troisième axe stratégique, la promotion et le positionnement. Donc, pour rehausser la notoriété du bleuet sauvage, hein, on en a abondamment parlé là, depuis le début de l'après-midi et peut-être même le matin, je n'y étais pas, désolée, et faire valoir ses caractéristiques distinctives. Donc, on a parlé de l'importance de différencier. Pourquoi? Bien, augmenter ultimement sa consommation. Et le quatrième axe stratégique de la planification stratégique, c'est la relève de l'industrie pour assurer la pérennité de la filière en attirant les talents et la relève. Donc, on va les passer un après l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter pour chacun une brève mise en contexte, puis avec quelques actions phares. Peut-être vous dire qu'au total, on a, à travers ces 4 axes stratégiques-là, il y a 12 grands objectifs stratégiques qui ont été identifiés, puis il y a 41 actions qui ont été identifiées aussi. Je ne vais pas vous les présenter une après l'autre parce que vous allez trouver ça long. Puis tantôt, on m'a dit qu'il y en avait qui avaient vraiment peur de s'endormir pendant les présentations. Donc, j'espère que jusqu'à maintenant, ça va. Oui, oui. Les tannants de Laurie, là, ils sont assis juste là. Donc, alors, je continue. Je ne veux pas partir de chicane, là, quand même. Donc, ici, ce que vous avez, dans le fond, c'est le résumé du plan stratégique avec nos 4 axes stratégiques que je vous disais et nos 12 objectifs. Donc, on va les passer un après l'autre juste pour se dire un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis après, bien, vous pourrez me poser des questions si vous voulez que j'approfondisse un point ou l'autre. Évidemment, il y a beaucoup de travail derrière tout ça et comme je vous disais, 41 actions que je ne vais pas toutes vous présenter. Donc, premier axe, la coordination de la filière. On a 2 grands objectifs stratégiques dans cet axe-là. Donc, premièrement, évidemment, assurer une coordination forte au sein de la filière et deuxièmement, améliorer le partage d'informations, la collaboration et la communication entre les acteurs de la filière. Ce n'est pas pour rien que cet axe-là est le premier du plan stratégique parce que ça représente vraiment les fondations de ce qu'il faut mettre en place ensemble pour être capable de bien travailler ensemble. On sait qu'on a un historique de relations qui n'a pas toujours été facile dans le secteur. Puis là, bien, il y a vraiment un souhait commun et partagé de bâtir vraiment une concertation puis de réussir à travailler ensemble en collaboration sur nos sujets d'intérêt commun. Donc, comme je disais, un véritable désir de travailler ensemble de la part de tout le monde. Puis ça a été vraiment dit et affirmé par chacun. Et la nécessité de se concerter et de partager l'information pour affronter les défis. Si on travaille chacun en silo, bien, on ne va peut-être pas y arriver aussi bien que si on met nos forces ensemble. Donc, les actions phares pour cet axe stratégique-là, bien, première action, c'est de créer une table filière permanente. Donc, cette table-là va tenir sa première rencontre pas plus tard que demain. Donc, elle a été formée. C'est la première action qu'on voulait mettre en place au niveau de la planification stratégique. C'est se donner une structure permanente et constante, donc permanente, constante dans le temps, où ce dialogue-là, cette concertation-là, un lieu de concertation qui va pouvoir être utilisé par les membres de la filière et qu'on va pouvoir faire vivre. Donc, deuxième action phare, c'est que ce plan stratégique-là, bien, il faut impliquer les gens, les premiers concernés, c'est-à-dire producteurs et transformateurs. Donc, il y a un souhait, à travers les actions du plan stratégique, d'augmenter la participation des producteurs et des transformateurs sur les différents comités multipartites qu'on va mettre en place là, dans le cadre de la table filière. Et aussi se doter d'un plan de communication. Donc, l'importance de communiquer sur ce que la table filière va faire, les actions, les résultats. Donc, c'est de structurer ça à travers un plan de communication. Fait que c'est des choses qui vont être mises en œuvre là, très rapidement. Notre deuxième axe, donc, et non le moindre, la profitabilité de l'industrie. Donc là, on a 5 objectifs stratégiques. Premièrement, identifier des solutions
permettant d'assurer la profitabilité à long terme de tous les maillons de l'industrie. Deuxièmement, assurer la production, la récolte et la conservation d'un bleuet de grande qualité, permettant de maximiser sa valeur sur le marché. Troisièmement, améliorer l'adoption de pratiques de production et de transformation permettant de maximiser les rendements et la productivité. Identifier des mesures de lutte contre les ravageurs et anticiper et s'adapter aux impacts des changements climatiques. Donc, 5 grands objectifs stratégiques qui, comme je vous disais tantôt, vont chacun se décliner dans un certain nombre d'actions plus concrètes. Donc, pourquoi cet axe-là? On en a parlé abondamment cet après-midi de la compétition croissante du bleuet en corymbe. Le fait aussi que le secteur du bleuet sauvage est caractérisé par une grande volatilité des rendements, plus forte que ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les bleuets cultivés, et aussi des prix, évidemment. Toute la question de la mouche du bleuet qui vient, dans le fond, venir un peu non seulement menacer les rendements, la qualité, mais aussi le positionnement potentiel du bleuet sauvage sur les marchés. Et les changements climatiques là, qui frappent d'une année à l'autre de façon très imprévisible, mais qui sont définitivement là avec des impacts importants au niveau, entre autres, là, de tout ce qui est date de floraison, date de pollinisation, etc., où là, c'est comme si les cycles naturels et les dates habituelles n'arrivent plus au même moment, puis bien, ça pose toutes sortes d'enjeux qui viennent menacer justement les rendements et la rentabilité des entreprises. Donc, les actions phares pour cet axe stratégique-là, soutenir la recherche-développement et améliorer le transfert. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les derniers mois à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui vient en soutien à l'identification de solutions, l'identification de pratiques qui nous permettent d'assurer cette profitabilité-là puis de répondre aux enjeux qu'on vient de nommer. Rehausser la biosécurité et les moyens de lutte. Donc, on a vu que ça coûtait moins de 5 000 $ une station de biosécurité, si j'ai bien retenu la leçon du questionnaire de tout à l'heure. Ensuite, définir des critères de qualité et mettre en place des moyens pour les atteindre, donc des meilleures pratiques. Fait que ça, c'est des choses qui vont être faites sur 5 ans. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, là, on va mettre en place des critères de qualité. Tout ça, c'est quelque chose qu'on s'est dit, qu'on veut discuter ensemble en filière. On dit que c'est un enjeu, la qualité du produit. Comment on aborde ça tout le monde ensemble? Fait que ça commence par une conversation, puis après ça, il y a des actions qui pourront se mettre en œuvre quand on aura en filière déterminé c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, comment on s'attaque à cet enjeu-là de la qualité au niveau du bleuet. Ensuite, réflexion en filière sur l'intensification de la production. T'sais, on l'a dit tout à l'heure, la mouche du bleuet ou autres ravageurs viennent nous amener à poser la question de est-ce qu'on ne devrait pas mettre davantage de pesticides? Est-ce qu'on veut garder notre image sans pesticides, pas juste notre image, mais nos pratiques sans pesticides? Donc, il y a différentes questions qui se posent là-dessus. Si on intensifie, on a des meilleurs rendements, mais on a plus de coûts. Est-ce qu'on perd notre positionnement? Donc, c'est d'engager vraiment une réflexion et un dialogue en filière sur ce positionnement-là. Donc, sur l'intensification ou pas de la production. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour une partie de la production? C'est des sujets qu'on souhaite discuter ensemble en filière. Notre troisième axe, promotion et positionnement. On a 3 grands objectifs stratégiques pour cet axe-là. Premièrement, renforcer le positionnement distinctif pour le bleuet sauvage du Québec. Deuxièmement, augmenter la consommation domestique du bleuet sauvage sous toutes ses formes, frais, congelés, transformés, et augmenter la valeur sur les marchés. Donc, je reviens avec notre même enjeu qu'on parlait avec la diminution de la part du bleuet sauvage dans la production mondiale de bleuets congelés. L'enjeu, puis ça a été mentionné tout à l'heure par Laurie, c'est que dans les faits, le consommateur
il ne connaît pas la différence, il ne fait pas la différence. Et puis, on a globalement une consommation de bleuets qui est, notamment au niveau du Canada, qui est en léger recul là, depuis les quelques dernières années. Donc, on est vraiment dans un contexte de plafonnement de la demande avec une offre que vous savez qui est en croissance importante. Donc, comment, à travers tout ça, on est capable de venir distinguer notre produit pour garder notre place sur ce marché-là qui commence à être pas mal encombré. Deuxième élément de contexte, l'augmentation de l'intensité des ravageurs qui est une menace potentielle à notre caractère distinctif, je viens de l'expliquer, et la diversification des marchés et des produits. Puis là, je vous ai mis un petit graphique. C'est un graphique, en fait, on se copie entre nous sans même le savoir. Donc, le fameux graphique de Gilbert que vous avez sur votre gauche en bas, donc avec l'évolution de la production de bleuets cultivés versus de bleuets sauvages. Donc, vous êtes maintenant... le bleuet sauvage, c'est à peine 8 % de la production mondiale. Donc, fait que 8 % c'est qu'on est noyé dans une grande quantité de bleuets, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une niche aussi qu'on peut occuper en étant un plus petit joueur. Bien, c'est de se distinguer puis d'occuper une niche pour justement se distinguer de l'ensemble de la commodité. Donc, il y a du potentiel là. Et on voit que la production est en croissance dans plein d'autres régions du monde. On parlait de l'Amérique du Sud, mais pas que. Donc, oui, l'Amérique du Sud, mais on voit Pologne, Maroc, Portugal, Espagne. Ça reste des volumes qui ne sont pas encore majeurs, mais ce qu'on voit, c'est que la production, contrairement, par exemple, au sirop d'érable, que quand on fait du développement de marché, on est 80 % de la production mondiale, fait que c'est sûr que ça va nous profiter à nous. Mais là, quand on fait du développement de marché, bien, on fait du développement de marché pour tout le monde, incluant les autres. Donc, quelle stratégie on adopte dans un contexte comme ça, puis comment nous, on peut parvenir à distinguer notre produit de cette masse de produits-là qui provient d'un petit peu partout. Donc, je reviens à mon axe. Dans les actions phares pour la promotion et le positionnement, donc, renforcer le positionnement distinctif du bleuet sauvage du Québec. Ça passe comment? Bien, par un accroissement de la promotion sur le marché domestique, même si on sait que ce n'est pas une immense part de votre marché, il ne faut quand même pas le négliger, ce marché-là. Puis c'est le marché où la provenance locale peut avoir une résonance auprès des consommateurs, il ne faut pas l'oublier. Donc, fait qu'on parle beaucoup d'autonomie alimentaire et tout ça, comment on peut profiter de ces attraits-là ou de ces propriétés-là qui sont appréciées d'un certain nombre de consommateurs, comment on peut en faire bénéficier notre secteur. Autre élément, bien, explorer en filière les opportunités de positionnement en termes de filière responsable, d'identification géographique. Donc là, on n'est pas dans la décision, on est dans l'exploration. Fait qu'on veut innover, on dit là, il faut faire du développement de marché, on l'a dit tantôt, mais ça, c'est des moyens. Fait que c'est des moyens qui vont être explorés en filière à travers la planification stratégique. Ensuite, soutenir les initiatives visant le développement de la deuxième et de la troisième transformation. Donc, il ne faut pas bouder nos options. On a le bleuet frais, on a le bleuet congelé, même si le bleuet frais, c'est marginal dans le bleuet sauvage. Bien, la deuxième, troisième transformation, c'est aussi des façons de valoriser notre produit. Donc, c'est l'idée de venir soutenir ces initiatives-là. Et bien, poursuivre la participation à la WABANA, qui est encore vu comme un véhicule là, de promotion pour le produit. Puis là, bien, on en a parlé tantôt, entre la distinction québécoise, la WABANA, qui est l'ensemble du bleuet sauvage nord-américain. Qu'est-ce qu'on se donne comme stratégie à travers tout ça? Comment on peut positionner notre produit en complémentarité avec ce qui existe déjà? Notre quatrième axe, la relève de l'industrie. Donc, ici, on a deux grands objectifs stratégiques. Mettre en place des conditions pour assurer la relève de la production. Et deuxièmement, améliorer l'attractivité des métiers dans la filière pour mieux se prémunir contre la pénurie de main-d'œuvre. C'est quand même un enjeu. Ce sont des enjeux qui ne sont pas faciles parce que c'est des enjeux sur lesquels on a quand même assez peu de pouvoir. La démographie, là, on peut pas. J'ai pas de baguette magique pour susciter un baby boom, puis vous non plus. Donc, pourquoi cet axe-là? Bien,
on sait que dans les dernières années, avec les prix qui étaient plus faibles et tout ça, le contexte a été relativement peu favorable aux projets de relève. On pense au taux d'intérêt aussi, évidemment. L'âge moyen des propriétaires de bleuetières est élevé et des travailleurs, je dirais aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de transferts qui sont à venir, autant en production que chez les professionnels. Donc, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre ou de relève et tout ça, on parle au niveau, il faut penser à la propriété des entreprises, mais il faut aussi penser à tous les professionnels qui œuvrent dans notre secteur, les travailleurs également, où là, il y a une relève professionnelle à préparer aussi. Puis pourquoi? Bien, on veut faire ça parce qu'on veut maintenir l'expertise, le haut niveau d'expertise qu'on a dans notre secteur. Donc, bien, il y a des enjeux par rapport à ça, entre autres des questions qui se posent sur l'intérêt de la jeune génération. Donc, les jeunes. Et oui, on se pose la question ici. Il semble qu'il y a un moins grand intérêt de la jeune génération. Fait comment parvenir à les intéresser? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre secteur? Comment on s'attaque à cet enjeu-là pour être sûr d'assurer la pérennité de nos entreprises et des transferts qui vont devoir être faits? Puis, on a parlé aussi tantôt là, de la perte d'importance de la cueillette en forêt. Donc, les actions phares pour ce 4e axe stratégique, bien, premièrement, c'est de savoir de quoi on parle. C'est quoi? Quantifier plus concrètement les besoins de main-d'œuvre aux différents maillons. Sont où nos besoins? C'est quoi leur ampleur? Puis ça va déjà nous aider à avoir un portrait un petit peu plus factuel de la situation. Mettre en place des actions pour promouvoir les métiers et l'image du secteur. Il y a une grosse partie de la production de bleuets sauvages, évidemment, qui est faite dans la région ici. Donc, l'image du secteur, des fois, c'est plus facile d'avoir justement une promotion de l'image du secteur quand on est plus concentré géographiquement. Fait qu'il faut peut-être le voir aussi comme une opportunité. Fait que, tu sais, c'est continuer à travailler là-dessus pour faire connaître le secteur, puis des fois, projeter une image peut-être plus positive. Puis ça, c'est pas juste pour le secteur des bleuets, on le voit dans beaucoup d'autres secteurs. Donc, c'est donner le goût, transmettre la passion pour le métier. Donc, on est tous, dans le fond, des ambassadeurs. Fait que c'est important d'en être conscient puis d'agir en conséquence. Et finalement, continuer d'explorer les possibilités de mécanisation et d'automatisation. Puis là, on pense ici pas que, mais entre autres, dans le secteur biologique, là, où on a un besoin de main-d'œuvre qui est plus grand, fait que ça ne règle pas tout, la mécanisation et l'automatisation, mais comme on dit, ça l'aide. Donc, encore là, ne pas se priver de nos options. Et puis, bien, c'est ça, de continuer là, à soutenir ces initiatives-là. Puis, c'est peut-être pas parfait en ce moment, mais il y a moyen d'améliorer puis de continuer à utiliser ces outils-là pour les développer pour qu'ils viennent solutionner nos enjeux au niveau de la main-d'œuvre. Donc, c'est les 4 axes et certaines actions phares de la planification stratégique. C'est votre plan de match comme filière pour les 5 prochaines années. Comme je disais tout à l'heure, demain, il va y avoir la première réunion de la table filière. Donc, qui va se tenir à Alma. C'est quand même un moment qu'il faut souligner parce que c'était pas évident là, que cette table filière-là permanente allait pouvoir voir le jour. Fait que c'est, je pense, un premier accomplissement important de l'exercice de concertation qui a duré tout au long de l'année. Je peux vous dire que les membres de la table filière sont engagés, positifs, désireux de travailler ensemble. Il y a un beau dialogue qui s'est mis en place. Donc, moi, je suis très, très confiante là, pour la mise en œuvre de ce plan-là. Aujourd'hui, c'était une première activité de communication sur le plan. Mais dès demain, il y a un plan d'action très concret qui va être mis en place, qui va être discuté pour sur quoi la table filière va travailler dans la prochaine année. Probablement la création de comités. Peut-être que certains d'entre vous seraient sollicités pour y prendre part. Donc, ben, c'est ça, c'est lancé, c'est un moment important. Moi, je vous invite à continuer à surfer sur cette vague-là, puis c'est important, la concertation. Vous allez être capable d'affronter vos défis en collaborant de façon peut-être plus efficace. Puis là, on a les fameux tarifs, hein, fait que ça nous donne une structure justement où on peut se parler rapidement de comment
on va s'attaquer à cet enjeu-là. D'ailleurs, demain, il va y avoir un partage d'informations sur ce que tout un chacun fait par rapport à ça pour mettre ensemble nos forces et être capable de parler d'une seule voix, là, que ce soit face aux autorités ou autres. Donc, fait que longue vie à la filière. Je vous souhaite bonne chance avec le plan stratégique. Puis, ça m'a fait plaisir de venir vous présenter ça. Puis, il y aura d'autres communications qui suivront sûrement parce que dans nos actions qu'on a prévues, il va y avoir un plan de communication. Merci.